Mon fils m'a offert une sangria blanche. Est-ce que ça arrive à faire le sangria blanche fizzy, comme on dit en français, pétillante, pour Noël. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Essayons ça. Ouais, c'est bon. C'est alcoolisé, non, une sangria? Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes on est combien aujourd'hui? 12 janvier 2022. Par cette vidéo, je vais répondre à mon ami Luc. Luc, je te salue. Désolé d'avoir pris autant de temps pour te répondre. Luc a fait un commentaire sous ma vidéo intitulée Le Mérite, que je remets en lien dans cette vidéo aussi, et dans la description. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais lui répondre par vidéo. Il a accepté, et voici donc cette vidéo. Pour rendre les choses aussi peut-être plus intéressantes et pour aussi apprendre à me connaître plus avant, si ça vous intéresse, en fin de vidéo, je vous raconterai une petite anecdote personnelle. Donc, ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais d'abord vous rappeler le sujet de la vidéo sur le mérite. Ensuite, je vous lirai le commentaire de Luc et je répondrai point par point à ce commentaire. Alors, cette vidéo va être un peu longue parce que le sujet du mérite et les commentaires très réfléchis, construits de Luc sont pertinents et vont me demander d'amples explications, je pense. Donc, merci pour votre patience et votre intérêt si tel est le cas. Donc, d'abord, je rappelle brièvement le sujet de la vidéo sur le mérite. Je ne nie pas l'importance du mérite, mais ce que je dis, c'est que cette valeur est utilisée et pervertie par une partie de la population, on va dire le bloc bourgeois pour faire très simple, pour justifier des inégalités. C'est-à-dire que ceux qui sont méritants selon les critères de la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui en fait réussissent financièrement ou en réalité héritent du patrimoine de leurs parents et le perpétuent, sont les méritants, et donc ceux qui, naturellement, presque, méritent d'être les dominants dans la société, et au contraire, ceux qui ne sont pas riches, qui ne réussissent pas, et qui sont nés pauvres ou prolétaires, etc., sont presque naturellement, encore une fois, des déméritants, des gens qui n'ont pas fait les efforts et qui, naturellement, sont d'une classe inférieure de la population, parce que cette histoire de mérite voudrait faire croire que par ses efforts on peut se sortir de sa condition, alors que la réalité des choses, c'est que comme on ne part pas du même niveau au début de la vie, par l'héritage culturel, financier, le milieu social, les réseaux, etc., eh bien on n'a pas la même ligne de départ d'efforts à fournir pour mériter, ok? Donc voilà, c'est ça que je dénonce. L'utilisation de la valeur mérite, qui est une valeur en soi que l'on peut reconnaître, même si c'est difficile de s'entendre peut-être sur les critères de mérite, mais c'est une valeur qui est utilisée, comme la valeur de liberté d'ailleurs, pour en réalité justifier un égoïsme. Donc le mérite est utilisé par la bourgeoisie pour justifier des inégalités. Vous êtes né pauvre, c'est que vous le méritez. On est riche, on est du terme naissance, riche, on le mérite. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, donc, Luc, c'est à toi que je vais m'adresser plus particulièrement maintenant. Tu me dis: bonjour Guillaume, comme je ne suis pas sûr de la visibilité de mon commentaire sur YouTube, je te l'envoie aussi par mail. Petite parenthèse, effectivement, ces derniers temps, on a reçu, nous, utilisateurs de la plateforme YouTube, différents courriels à quelques mois d'intervalle qui nous expliquaient que YouTube changeait sa politique intérieure, etc., enfin d'utilisation de la plateforme. Et à chaque fois, ce sont des dysfonctionnements de mon côté. Je ne reçois absolument plus aucun commentaire maintenant de notification. Avant, je recevais des notifications quand j'avais des commentaires sous mes vidéos, alors qu'ils n'apparaissaient pas sous la vidéo. Parfois, ils étaient dans le back-office et il fallait moi-même que manuellement je les rende publics, alors que j'autorise absolument tous les commentaires sans discrimination. C'est moi qui veux faire la discrimination par après. Certains commentaires n'apparaissent pas. Sous quels critères, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et pire, je ne reçois même pas de notification. Ça fait qu'en fait, si quelqu'un ne m'envoie pas comme Luc directement sur mon adresse personnelle, qui n'est pas forcément publique, que tout le monde ne connaît pas, une copie du message qu'ils ont mis sous la vidéo, eh bien ce message n'apparaît pas et je ne suis pas au courant de ce message. Donc ça donne l'impression que c'est moi qui fais
une censure de tous les messages, alors que c'est pas du tout le cas. Parenthèse fermée. Je continue la lecture du mail de Luc. Félicitations tout d'abord pour cette excellente vidéo dont je partage l'essentiel du propos. 3 choses. Un bémol, une divergence et un prolongement. Bémol. Ce que tu énonces est vrai pour la haute bourgeoisie, entre parenthèses, véritable classe dominante, fermez la parenthèse, pas pour la petite et moyenne. Alors voilà, si je te comprends bien, Luc, tu me dis que l'utilisation de la façade mérite, qui sert en réalité à justifier un statu quo et l'inégalité sociale, c'est quelque chose qui est utilisé par la haute bourgeoisie et pas par la petite et la moyenne. C'est en partie vrai, sauf que malheureusement, ce mythe de la bourgeoisie, comme je le disais dans la vidéo, infuse dans d'autres couches de la population, jusque même chez les prolétaires. Mais comme la petite et moyenne bourgeoisie a une proximité de conditions avec la grande bourgeoisie ou les très riches, une proximité relative, disons, plus en tout cas que le reste de la population, alors ils adoptent aussi cette histoire de mérite, de mythe, etc. Ils en sont, si tu veux, les premières victimes, peut-être, enfin, les premières victimes morales, pas au niveau matériel, que les prolétaires, ok ? Et justement, le média vient de sortir une vidéo qui traite à un moment donné de ce sujet, et dont voici l'extrait le plus pertinent pour illustrer mon propos. Ça débouche sur ce que Savidan appelle la diffusion ou démocratisation de la tentation oligarchique. Ils cherchent à sécuriser les trajectoires qui sont les leurs et celles de leurs proches. Et c'est précisément ce qui fait qu'on est dans une perspective d'entraînement un peu pervers, avec une tendance qu'on pourrait appeler une démocratisation de la tentation oligarchique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on se met plus ou moins consciemment à penser comme ça. Contre la menace d'un avenir incertain, pour se mettre à l'abri soi et ses proches, il va falloir reporter, externaliser cette incertitude, ce risque, sur d'autres. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, faisons cavalier seul avec les nôtres. On se met à croire qu'il faut avoir une existence similaire à celle des riches et des puissants. Non pas pour se procurer les mêmes quantités de richesses, non pas pour se procurer les mêmes possessions, mais pour se procurer la même possibilité qu'ils ont de se soustraire à la tyrannie de l'incertitude, à la peur du lendemain. Les individus aspirent au type de sécurité auquel peuvent prétendre les élites administratives, politiques, économiques dans nos sociétés. Et cette aspiration-là, ça les engage finalement à servir des intérêts qui ne sont plus les leurs. Et c'est cet engagement et cette évolution extrêmement perverse qui me semble nécessaire de souligner et de dénoncer. Mais le problème, c'est que ces riches et ces puissants jouissent de ce mode de vie parce qu'ils se soutiennent entre eux et qu'ils exploitent et dominent les autres. Alors si on pense qu'on s'en sortira en faisant pareil qu'eux, on se tire une balle dans le pied. Parce qu'on laisse alors le mode de vie oligarchique devenir petit à petit le modèle de toute la société. Et je me suis interrogé sur les raisons qui pouvaient conduire des personnes qui n'y avaient pas intérêt à soutenir des politiques qui favorisent les plus privilégiés. Non pas que les individus veulent servir les intérêts des plus défavorisés, mais veulent servir les intérêts de ceux qu'ils pourraient être eux-mêmes s'ils parvenaient à accéder à une position dominante dans la société. Donc on a une sorte de dynamique assez perverse qui peut-être se met en place, qui fait que nous sommes en quelque sorte complices d'une situation que nous réprouvons d'une certaine manière par ailleurs. Mais voilà, il y a des forces politiques qui savent très bien nourrir cette tendance oligarchique et qui savent très bien nous fournir des critères pour choisir les groupes sociaux sur lesquels on va externaliser le risque, le danger et l'incertitude. Moi je ferai un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Les libéraux nous proposent des critères de mérite, de responsabilisation individuelle, et un durcissement des conditions pour bénéficier des prestations sociales. Il y a des dysfonctionnements avec des gens qui préfèrent ne pas prendre un boulot, parfois pénible, qui oblige à une mobilité, et rester dans les minima sociaux, dans les aides sociales. Et ils veulent qu'on exige de plus en plus de la part des bénéficiaires des contreparties. Absolument, moi ma valeur c'est le travail, c'est pas l'assistanat. Voilà, je t'invite et je vous invite tous à regarder l'intégralité de cette émission, de cette vidéo qui est très intéressante. Point numéro 2, divergence. Le lien entre petite bourgeoisie et haute bourgeoisie ne vient pas de l'ego, qui n'est qu'une manifestation sur le plan psychologique. À mon sens, son moteur profond est l'ambition, la motivation, qui lui-même est une forme de l'énergie vitale, entre parenthèses, négantropie, implémentée dans l'espèce humaine.
Ainsi, c'est un caractère profond de l'homme, pas une simple préférence psychologique qu'une autre éducation pourrait, entre guillemets, corriger. Alors, il me semble qu'il y a une contradiction dans ton propos, mais tu me diras si c'est moi qui comprends mal. Parce que tu dis que le lien entre petite, moyenne et haute bourgeoisie, c'est l'ambition. Puis ensuite, tu dis que c'est une forme de l'énergie vitale qui est implémentée dans l'espèce humaine. Donc, l'espèce humaine, on parle bien de tous ici. Or, tu dis que l'ambition est en quelque sorte l'apanage de la petite et de la moyenne bourgeoisie, et que c'est ça qui lie ces deux groupes sociaux et qui les différencie du reste de la population. Donc c'est une contradiction. Si nous avons tous cette ambition, cette énergie vitale qui s'exprime par l'ambition, ce n'est pas l'apanage de la seule bourgeoisie, ou petite ou grande, d'accord ? Et de fait, l'ambition est partagée dans la population. Parce qu'un ouvrier qui se lève, je sais pas moi, à 5 heures du matin et qui va travailler dans des conditions difficiles à l'usine, dans le froid ou dans la chaleur, dans le bruit, dans la saleté, etc., ce qui motive ses efforts, c'est l'ambition de pourvoyer à sa famille, d'accord ? De nourrir sa famille. Donc c'est un type d'ambition ici. Mais c'est pas une ambition de gloire ou de pouvoir ou d'élévation sociale, mais c'est une ambition de survie et de vie digne, etc. Ok ? Premièrement. Alors on pourrait dire que ça, c'est une ambition de basse intensité. Le simple fait de pouvoir vivre sa vie dignement et donc de fournir les efforts nécessaires. Sauf que, toujours dans les différentes couches de la population, il y a d'autres ambitions peut-être plus apparentées à ce qu'on a l'habitude de qualifier d'ambition, okay, de personnes ambitieuses. Notamment, et je vais te prendre un exemple un peu caricatural, mais vraiment pour illustrer mon propos, certains jeunes plutôt, des quartiers populaires, tombent dans la délinquance, ici dans l'exemple que je veux te donner, plus précisément le commerce, le deal de la drogue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'ambition de sortir de leurs conditions matérielles et de leur classe sociale. Pourquoi ? Parce qu'ils observent autour d'eux qu'il y a beaucoup de chômage, peu de débouchés, et que parmi ceux qui trouvent un travail, eh bien, ça va être toujours le même type de travail peu considéré ou déconsidéré par le reste de la société, un travail difficile, mal rémunéré, mal considéré, etc. Et donc, eux n'ont pas l'ambition de s'enfermer dans ce genre de boulot ou de rester sans emploi, sans revenu. Et peut-être nourri notamment par l'iconographie et la culture américaine, je pense en particulier à Tony Montana, qui est un exemple, un modèle souvent cité par les jeunes des quartiers, ou plus généralement une jeunesse comme ça, à l'horizon un peu bouché. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Voilà, c'est typiquement le modèle du migrant, c'est-à-dire vraiment celui qui est au bas de l'échelle sociale, qui n'a rien, etc., et qui va réussir par sa débrouillardise à se hisser, pas au rang de bourgeois dans le statut social, mais au rang de bourgeois dans les conditions matérielles, parce qu'il va être très très riche, il aura une grande maison, une jolie femme, etc., etc. Et donc, notamment motivé, c'est pas la seule motivation, mais notamment motivé par l'iconographie, l'imagerie populaire, etc., américaine, ils vont se dire, eh bien moi, la réalité des choses, c'est que soit j'ai pas de boulot comme mes cousins, comme mes voisins, etc., dans le quartier, soit je vais avoir un boulot de merde comme mes parents ou comme mon frère, etc., à faire le ménage à tel endroit ou je sais pas quoi. Je fais une caricature, bien sûr qu'il y a d'autres débouchés, évidemment, mais c'est une réalité aussi. Et donc, moi, je ne veux ni de ceci, ni de cela, et j'ai l'ambition d'avoir de l'argent, de profiter de la vie, etc. Et donc, voilà, ils vont se mettre à dealer, ok ? Et ça, c'est une forme d'ambition, parce qu'effectivement, il y a une certaine, entre guillemets, réussite, parce qu'il y a des caïds comme ça, pas celui qui est au bas de l'échelle et qui peut-être deal dans la rue, mais celui qui arrive à se hisser un peu plus haut et à contrôler un domaine et un marché de shit comme ça, voilà. Il aura réussi, entre guillemets, matériellement, au niveau moral, c'est une autre question, mais on peut interroger aussi la moralité de l'ambition plus acceptée dans la société, et c'est ce que je fais. Mais voilà, au niveau moral, c'est une chose, mais au niveau matériel, même s'il y a le risque de se faire attraper, etc., il aura eu cette ambition de se sortir de sa condition par le deal ou d'autres
d'autres façons peut-être illégales. Là, je suis en train de faire un peu une caricature, même si c'est une réalité qui existe. Je ne dis pas évidemment que tous les gens des quartiers pensent comme ça et font comme ça, etc. Il y a une grande diversité, mais je te prends un cas en particulier pour te montrer que ambition, il y a dans les différentes couches de la société. Ambition faible, si on veut, quand il s'agit simplement de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille en se levant tôt, en ayant un boulot difficile, parce qu'il faut de l'ambition, à mon avis, pour faire ceci, ou ambition plus grande et peut-être amorale, immorale, quand on est dans une condition sociale à l'avenir bouché qui nous pousse parfois, avec certaines imageries, certaines influences, à choisir la voie de la délinquance, parce que c'est une façon plus courte, peut-être, d'arriver à ses fins. Okay ? Donc effectivement, l'ambition est partagée par tous. Cette énergie vitale, comme tu l'appelles, est partagée par tous. Donc ce n'est pas le seul apanage de la petite, moyenne bourgeoisie avec la grande bourgeoisie. Donc ce n'est pas ça qui fait le lien entre la petite et la moyenne bourgeoisie, mais c'est plutôt, comme l'extrait de la vidéo le disait tout à l'heure, la croyance en l'appartenance, parce que de fait, il y a une proximité entre la très grande bourgeoisie et la plus petite ou moyenne bourgeoisie, de vouloir appartenir à ce groupe, à ce bloc, justement parce que l'avenir est incertain et de plus en plus incertain, donc on a peur de perdre ce que l'on a, même quand c'est déjà quelque chose d'à peu près considérable par rapport à des prolétaires qui ont beaucoup plus à perdre, enfin, du coup ils ont moins à perdre, mais je veux dire, quand ils le perdent, c'est beaucoup plus dramatique. Mais donc voilà, ce qui, de mon point de vue, fait la jonction entre la petite et moyenne bourgeoisie et la grande bourgeoisie, en réalité l'oligarchie, comme tu le dis justement, parce que tu dis à un moment donné que la haute bourgeoisie, c'est la véritable classe dominante, et je suis d'accord avec toi, mais ce qui entraîne avec elle, et ce qui lui permet justement d'être dominante, c'est qu'elle entraîne avec elle la petite et moyenne bourgeoisie par, notamment, pas seulement, mais le discours sur le mérite, que la petite et moyenne bourgeoisie entend notamment parce que la petite et moyenne bourgeoisie, de plus en plus, prend conscience de la précarité, même de sa condition, de l'avenir, etc. Et donc, même si cette histoire de mythe du mérite marche dans toutes les couches de la population jusqu'aux prolétaires, elle a quand même plus d'influence, malgré tout, sur la petite et moyenne bourgeoisie, me semble-t-il. Tu me diras ce que tu en penses. Ensuite, troisième point, prolongement. Va jeter un œil à l'excellent article sur la méritocratie en politique, les meilleurs n'auront pas le pouvoir. Entretien avec Adrien Louis, où l'éclairage apporté par Pascal est particulièrement nourrissant. Cet article m'a permis de consolider le troisième pilier de la 6ème République de Humpé-Sisser, qui jusqu'ici était principalement issu de l'observation empirique des expériences du passé. Donc je ne vais pas vous lire tout l'article d'entretien avec l'auteur Adrien Louis, mais je vous le mets en description de la vidéo pour que vous puissiez aller le lire, parce que malgré tout, il est intéressant, ne serait-ce que pour pouvoir le critiquer. Et donc, c'est un article dans lequel Adrien Louis explique l'importance du mérite, notamment dans le système démocratique, et pourquoi, selon lui, les meilleurs ne pourront pas atteindre les hautes sphères politiques pour diriger le pays. Dans la première partie de l'article, Adrien Louis explique que le mérite doit permettre de faire émerger une véritable élite, une élite méritoire, que le peuple saurait reconnaître et porterait comme ceci au pouvoir. Première critique, j'ai l'impression que Adrien Louis a une vision erronée de ce qu'est la démocratie. La démocratie, ce n'est pas une élite, même méritante, qui détient le pouvoir, à laquelle le peuple délègue le pouvoir. Ce n'est pas ça une démocratie. Une démocratie, c'est le peuple lui-même qui exerce le pouvoir, ok ? Parce qu'un système dans lequel on délègue le pouvoir à une élite méritante, ça s'appelle une aristocratie. Même s'il faut critiquer la pseudo-aristocratie historique, en tout cas, les Français ont fait la révolution pour se débarrasser du système aristocratique, monarchique, etc., et pour instaurer, soi-disant, une démocratie, système dans lequel nous ne sommes pas. Donc, première erreur, à mon avis, de Adrien Louis, c'est qu'il n'a pas compris le sens véritable, le sens premier du terme démocratique et de ce que cela implique comme système de gouvernance qui a le pouvoir en démocratie. Et il croit, comme la plupart de nos concitoyens, que nous sommes actuellement en démocratie et que nous nous trompons en donnant le pouvoir aux mauvaises personnes, et dans le cas précis, à des personnes qui ne sont pas méritantes, à une élite qui n'est pas méritante. Sauf que donner le pouvoir à une élite, ce n'est pas la démocratie. Et le système actuel n'est pas une démocratie. Première remarque. Alors, ce passage me semble intéressant.
Ainsi, malgré leur hostilité au régime de la cité, c'est probablement à la démocratie que Socrate et Platon doivent l'apparition et le sens de leur questionnement. C'est la démocratie, le désir de se gouverner soi-même, qui rendent impérieuse l'enquête sur la nature de l'intelligence ou de l'excellence politique. Mais voilà, le désir de se gouverner soi-même n'appartient pas à une seule élite, d'accord ? On le voit bien avec les gilets jaunes qui veulent prendre une part de responsabilité dans la décision. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait l'expérience que déléguer en totalité le pouvoir est une mauvaise chose. Donc ils veulent pouvoir reprendre la main, et on le voit en particulier, toi tu es très au courant avec le mouvement constituant populaire et donc toute la nébuleuse dont tu fais partie. Il s'agit bien d'avoir un pouvoir constant de la population, par le RIC constituant notamment en particulier. D'accord ? Donc il s'agit bien là de vouloir se gouverner soi-même, même si dans les faits il y a une délégation qui ne possède pas en propre le pouvoir, puisqu'à tout moment le peuple peut contrecarrer ce qui a été décidé, ou contrôler, ou aller à l'encontre, etc. D'accord ? C'est-à-dire avoir lui-même véritablement le pouvoir. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on peut se poser la question sur l'intelligence ou l'excellence politique. Mais moi ce que je dis, ce n'est pas à une élite, même méritante, qu'il faut limiter cette intelligence et cette excellence politique, mais c'est bien quelque chose, notamment par l'éducation, puisqu'à un moment donné, tu en parles dans ton commentaire, qu'il faut propager les conditions de l'émergence et de l'affinement, du raffinement de l'intelligence, de la connaissance, de la culture, etc., et de l'excellence politique. Et toi et moi, ce qu'on fait, c'est ça, c'est de l'éducation populaire, c'est-à-dire partager un point de vue que l'on pense intelligent, construit, etc., de notre point de vue d'une certaine excellence politique, si l'on veut, de le partager à d'autres, pour que les autres s'en nourrissent et fassent des choix plus éclairés, ok ? Je ne suis pas en train de dire que c'est à nous de leur dire quel choix ils doivent faire. Ils doivent écouter moi, écouter quelqu'un qui a des idées autres, etc. Enfin, une diversité d'analyse, d'intelligence, d'excellence politique, si on veut, ou en tout cas prétendue, proposée, pour qu'ils puissent par la suite faire eux-mêmes leur choix. Ok ? C'est ça que je dis. Donc vraiment, il y a une démocratisation en réalité à faire des conditions d'émergence de l'intelligence et de l'excellence politique. Et donc le mérite, c'est autre chose, et en particulier le mérite pour faire émerger une élite, c'est encore tout à fait autre chose, ce n'est pas de la démocratie. Plus loin, il est dit « Aristote me semble captivant parce qu'une de ses grandes préoccupations est de concilier la défense de l'excellence humaine comme moyen et comme fin du gouvernement avec la participation du plus grand nombre aux affaires politiques. » Et donc voilà, c'est ce que je dis. La réponse à d'une part l'excellence humaine qui n'est pas en réalité l'apanage d'une catégorie de la population, le bloc bourgeois peut-être, petite ou moyenne bourgeoisie, mais qui est en fait diffuse à travers la société. Je ne sais pas si tu te considères comme un bourgeois, pourtant tu as cette intelligence, cette capacité d'analyse et de proposition. Moi-même, je ne suis pas du tout un bourgeois, je suis un prolétaire, avec 1000 et quelques euros équivalents par mois, d'accord ? Pourtant, je pense aussi avoir une certaine intelligence et pouvoir apporter quelque chose au débat public. Donc, il y a de nombreux exemples, même en dehors de nous évidemment, qui montrent que cette excellence humaine n'est pas l'apanage d'un groupe social en particulier, mais est diffuse dans la société, même si elle est disparate, ok ? Pas tout un groupe est homogène dans l'intelligence. D'ailleurs, dans les élites, il y a plein de gens qui ne sont pas en réalité intelligents. Donc c'est pas un critère de classe, l'intelligence. Et donc la légitimité du plus grand nombre à vouloir participer aux affaires politiques, ça par contre, oui, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les classes sociales. Et évidemment que les favorisés veulent pouvoir dominer parce qu'ils pensent qu'ils sont légitimes à le faire par l'éducation, par le fait qu'ils ont réussi matériellement, etc. Et parce qu'ils voient dans les autres classes de la population des abrutis, des ignorants, des incapables, etc. etc. Or, on l'a vu notamment par les gilets jaunes, mais plus largement par le fait qu'une majorité de la population française est favorable au référendum d'initiative citoyenne. Il y a comme ça un appétit dans l'ensemble de la population, quelles que soient les classes sociales, une volonté de participer aux affaires de la cité. Et donc, comment on y arrive ? C'est pas en cherchant le mérite d'une élite comme ça qui serait légitime à diriger le pays, mais c'est en appliquant les politiques qui vont permettre comme ça, par l'éducation populaire à tous les niveaux, l'éducation classique, l'instruction, etc., mais aussi l'éducation populaire aux enjeux éthiques, démocratiques, politiques, etc., etc., de faire émerger
cette intelligence collective qui existe déjà à bas bruit. Okay, alors ensuite, sur Pascal, je pense que là aussi il y a une erreur d'analyse. C'est qu'effectivement, les révolutionnaires français, les sans-culottes, les Français de l'époque, ont voulu, dans une certaine mesure, rendre l'ordre politique et social conforme à la raison et aux droits naturels de l'homme. En tout cas, pour la partie éclairée, sachante, etc. En réalité, le gros de la population voulait simplement améliorer sa condition, d'accord ? Mais ensuite, quand il dit qu'ils ont cru que la société pouvait être fondée sur l'égalité et la liberté des individus, et que l'attribution de pouvoir pouvait reposer sur la reconnaissance populaire du mérite, ça je suis pas d'accord. Je vois pas qu'est-ce qui lui fait dire que dans la Révolution, l'un des buts, c'était de donner à ceux qui étaient méritants le pouvoir. Au contraire, il me semble que c'était prendre le pouvoir pour le démocratiser, le donner à toute la population. Même si, à l'époque, les conditions matérielles n'étaient pas réunies, parce qu'il y avait peu d'éducation, etc., peu de conditions matérielles qui permettent l'éducation populaire, ok ? Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un terreau favorable à cette prise de conscience collective, à cette éducation populaire, pour un beaucoup plus large partage du pouvoir, ok ? Notamment par le RIC constituant, mais pas seulement. Sauf que ce qui l'empêche, c'est notamment cette histoire de mérite ou de pseudo-libéralisme, etc. Enfin, tous ces mythes qui justifient une organisation sociale défaillante ou qui a pour but, en réalité, d'empêcher l'émergence de l'intelligence collective, le raffinement. Elle existe déjà, cette intelligence collective. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle émerge plus, qu'elle s'affine, et elle s'affine notamment de façon empirique, par l'expérience, par la pratique du pouvoir, en faisant des erreurs, parce que ceux qui ont le pouvoir font aussi des erreurs, ok ? Donc, si on nie à une partie de la population, autre que les bourgeois, la possibilité d'expérimenter le pouvoir, de pratiquer le pouvoir sur le mythe de « vous n'êtes pas méritant », et il faut faire émerger une élite méritante, sur des critères qu'il s'agit de questionner aussi, eh bien, on empêche à l'intelligence collective de faire ses preuves. En faisant ses preuves, elle va prendre elle-même conscience de sa capacité, en réalité, à produire des bonnes solutions, etc. Okay ? Donc c'est par le faire que le mérite s'acquiert, si on veut, d'accord ? Et c'est pas par un récit, une seconde. Donc c'est par la pratique que le mérite s'acquiert, c'est par la possibilité effective de pouvoir faire ses preuves, et c'est pas sur des critères que je ne connais pas, réussite matérielle ou appartenance à un bloc favorisé de la population, ou que sais-je, etc. Parce que ça aussi, c'est une grande question, et je vais finir là-dessus cette vidéo. C'est quels sont les critères pour définir le mérite, et qui définit ces critères ? Parce que plus petit sera le groupe qui définira les critères du mérite, et moins ce mérite sera légitime, me semble-t-il. C'est juste mathématique, c'est juste logique. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un consensus large de la population pour désigner qui est-ce qui mérite, qui est-ce qui est assez sage pour faire la liste des critères du mérite, pour rendre ces critères et ce mérite légitimes. Et dans ce cas-là, ok, moi c'est pas forcément la voie que je préfère, parce que je pense que dans l'exercice concret de la majorité d'entre nous, de chercher les critères du mérite, qu'est-ce que le mérite, à définir le mérite, etc., ou tout simplement d'exercer le pouvoir politique, c'est par cette pratique-là que l'on s'élève, d'accord ? Et que l'on devient donc méritant. Mais une chose est certaine, dans les conditions actuelles, le mérite est très difficile en réalité à qualifier et à percevoir. Pourquoi ? Parce qu'on ne part pas tous de la même ligne de départ. Celui qui naît d'une bonne famille, il est déjà favorisé, donc en réalité, il a proportionnellement à quelqu'un qui démarra de façon plus démunie dans la vie, moins de mérite à réussir, même si en réalité il réussit plus. Voilà, tu vois, ça fait comme ceci, ça va s'élever comme ceci, ici les bourgeois vont s'élever de temps comme ceci, ici le prolétaire va s'élever de temps, mais ça ne veut pas dire que le mérite est égal avec ces deux-là, entre ces deux-là, d'accord ? Celui-ci aura été plus méritant, parce que même pour arriver à un niveau inférieur du bourgeois, il lui aura fallu fournir beaucoup plus d'efforts. Et encore une fois, pour désigner une pseudo-élite méritante, c'est compliqué et c'est dangereux. Non seulement c'est compliqué, mais en plus c'est dangereux. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que sur quels critères, qui définit les critères, etc. Et forcément que ceux qui ont accès à l'éducation, etc. vont pouvoir
plus facilement raffiner, développer leur intelligence, ou en tout cas une intelligence apparente, une intelligence par exemple dans la communication, peut-être dans l'analyse, dans le commentaire politique, etc., que quelqu'un qui n'aura pas accès à cette éducation, etc. Et qui pourtant peut avoir une intelligence naturelle, ou de cœur, ou cognitive, ou que sais-je, quelque chose de plus difficile à catégoriser de façon scientifique ou académique plutôt, et qui pourtant aura une intelligence beaucoup plus utile en réalité à la communauté. Sauf qu'on ne le saura pas parce qu'il sera passé sous les radars de ces pseudo-critères de mérite. Et pourquoi est-ce que c'était intelligent? Parce que justement, on retombe encore une fois dans le système dans lequel on est, c'est-à-dire il faut faire émerger une élite, plus sous les mêmes critères actuels, c'est-à-dire d'oligarchie bourgeoise qui utilise sa position pour pouvoir rester en domination comme ceci, mais sur des pseudo-critères de mérite qui seraient censés faire émerger des gens, j'imagine, de toutes conditions pour diriger le pays. Mais encore une fois, ça laisse une grande partie de la population dans l'impossibilité de faire ses preuves et donc de prendre conscience de ces preuves par la pratique. Voilà ce que je voulais dire. Je vais arrêter ici parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je t'invite, si tu le veux, parce que l'article est très très long, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Il est intéressant et très très long, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Mais si tu veux, Luc, je t'invite à ce qu'on ait une conversation, soit toi et moi en privé, soit on la rend publique, ça sera entre nous qu'on décide de ceci. Et dans tous les cas, évidemment, je te remercie pour tes commentaires et ton intérêt, et tu es le bienvenu pour commenter ce que je viens de te dire, si j'ai mal compris ton propos, ou si je suis passé à côté, etc., etc. Voilà. Et maintenant, l'anecdote personnelle. En guise d'anecdote, ça sera plutôt une confession que je vais vous faire. Sous mes bons rapports et des propos que j'essaye de tenir toujours raisonnables, etc., donc qui pourraient me laisser apparaître comme une bonne personne, j'ai fait du mal dans ma vie. J'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Alors, en quantité, je ne sais pas, même si j'ai ma part, mais probablement en intensité. Et je souhaite, par honnêteté avec vous dire le mal que j'ai fait dans ma vie. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses encore difficiles à avouer. Mais je commence ici donc par cette anecdote, confession. J'aime beaucoup les animaux. Pourtant, quand j'étais petit, j'ai eu la chance de naître, de grandir, de vivre dans une villa dans le sud de la France. Alors on est des prolétaires, ce sont mes grands-parents qui ont construit la villa, etc., qui ont acheté le terrain à peu de frais à l'époque, parce que c'était encore éloigné de la ville, c'était encore la campagne, etc. Donc je dis villa parce que c'est vrai que c'était une maison assez à 2 étages, avec un jardin, plusieurs jardins séparés autour de la maison. Donc ça a l'air d'être une bâtisse de gens confortables, alors que mes grands-parents sont des immigrés italiens et qui ont fui la guerre, etc., qui ont tout fait à la force de leur travail et qui donc méritaient, pour le coup, d'avoir cette maison, etc. Et donc j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement privilégié, belle maison, confortable, etc., jardin, etc. Et dans ce jardin, dans ces différents jardins autour de la maison, il y avait des rainettes, des grenouilles rainettes, qui ont disparu depuis, j'en vois plus, quoi. Et donc, ces rainettes se plaçaient sur la rambarde du balcon, une rambarde en ferronnerie noire, certainement parce que noire, chaude, les grenouilles aiment la chaleur, etc., réchauffer leur corps, et donc elles se plaçaient comme ceci sur la rambarde, juste à l'angle du mur, sur un coin qui était relativement protégé, parce qu'il y avait des plantes qui poussaient devant, donc on allait rarement dans ce coin-là. Mais moi j'avais repéré qu'elles se mettaient là, donc j'aimais bien aller là-bas les observer. Et puis parfois je les attrapais, ce qui les dérangeait. Et un jour, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, par perversion en réalité, ne tournons pas autour du pot, j'ai attrapé une de ces grenouilles. Je l'ai descendu. Où est-ce qu'elle était en bas déjà, cette grenouille? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai descendue dans la cour de la maison. Et au début, je voulais simplement l'observer. Elle était belle, etc. Sa couleur verte, avec ses flancs marron, noirs, etc. J'étais fasciné par cette créature. Et pourtant,
à un moment donné, j'ai pris une boule de pétanque, mon grand-père jouait à la pétanque, et dans la cour de la maison, il y a une pente comme ça qui mène au garage, d'accord? Et j'ai positionné la grenouille sur cette pente, et vous avez compris, j'ai laissé rouler cette boule de pétanque, donc c'est très très lourd, quoi, sur une rainette toute petite, toute fragile, etc., qui l'a écrabouillé, mais qui l'a pas tué du premier coup, et j'ai recommencé, et recommencé, et recommencé, jusqu'à ce que cette pauvre rainette soit morte. Donc c'est pas du tout une anecdote gay que je vous raconte là, mais cette première anecdote terrible illustre malheureusement une période de perversion et de sadisme que j'ai vécu pendant une partie de mon enfance. Et ce sadisme me permet, si je dois donner un sens à tout ça, de comprendre justement ce sadisme, cette perversion, etc. Et donc de ne pas avoir un point de vue de quelqu'un qui se place au-dessus, d'un point de vue moral, etc., machin truc, mais vraiment d'un point de vue humain qui, moi aussi, est ma part de tort dans la vie, ma part de noirceur, etc. Okay. Évidemment, il ne se passe pas un jour sans que je regrette cet acte. Et je pense que quasiment après l'avoir fait, et d'ailleurs je m'en rappelle, après l'avoir fait et avoir compris que la rainette était morte, enfin c'est vraiment comme une dissociation de personnalité, quoi. J'ai pleuré, j'ai regretté, je me demandais mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, etc. Et pourtant je l'avais fait, et j'ai recommencé, parce que comme je vous dis, elle n'était pas morte de la première la première tentative, quoi. Et donc demain, j'ai 45 ans, enfin pas demain, ce mois-ci, je veux dire, j'ai 45 ans, et je continue à penser au meurtre et à la torture de cette pauvre rainette qui m'avait absolument rien fait. Et comme j'ai une vie spirituelle, malgré tout, la complexité de l'humain, je sais que quand je vais mourir, je vais passer par ce qu'on appelle, ce que les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente appellent la revue de vie. En bref, c'est qu'on vous fait défiler comme un film votre vie depuis votre naissance jusqu'à la mort, mais avec les émotions en plus, pas seulement vos propres émotions, mais aussi les émotions de toutes les personnes, de tous les êtres avec lesquels vous avez été en contact. Donc si vous avez fait quelque chose de bien, vous allez sentir le bienfait que vous avez fait aux autres, et si vous avez fait quelque chose de mal, etc. D'accord ? Donc je sais que je vais passer par cette expérience et que je vais vivre le mal que j'ai fait à cette rainette. J'ai la trouille, j'ai peur, mais il faut que ce soit le cas, et de toute façon, il n'y a pas à tortiller, je ne pourrai pas y échapper. Mais voilà, je garde cette culpabilité, et je pense que ça veut dire, malgré tout, quelque chose, comme un rappel que je ne suis pas au-dessus, que je ne suis pas mieux que d'autres, voire peut-être même pire, parce que certains d'entre vous allez penser peut-être à raison que je suis un monstre, en tout cas que je l'ai été, et ça je le reconnais. Mais donc, par souci d'honnêteté intellectuelle, je tenais à vous dire ceci, et je vous raconterai d'autres anecdotes plus positives, mais aussi d'autres anecdotes, d'autres mauvaises choses que j'ai fait dans ma vie, comme toujours pour la même raison d'honnêteté, pour que vous puissiez me juger, me comprendre dans toute ma complexité, mais moi comme n'importe qui d'autre en réalité, ok ? Et aussi, ce que j'espère, c'est que cette honnêteté ne va pas endommager les propos autres, politiques, philosophiques, etc., que j'ai, mais au contraire, va permettre de vous faire comprendre qu'il y a d'une part le message qu'il faut évaluer, et d'autre part le messager. Et donc il faut dissocier le messager du message. Je suis condamnable sur de nombreux points, j'espère qu'il n'y a pas que des choses négatives chez moi, mais bref, je suis un humain avec mes défauts, comme tout un chacun, peut-être pire à certains degrés, et peut-être moyennement meilleur sur d'autres, mais en tout cas, le message est différent du messager, et c'est quelque chose que je voudrais faire comprendre. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, et j'imagine que vous allez en avoir, exprimez-vous dans le respect, même si c'est pour me condamner, me critiquer, etc., ce que je comprendrai tout à fait. Luc, je renouvelle mon invitation, si tu veux que nous continuions à discuter autour du mérite, ça sera avec grand plaisir. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et toutes mes sincères excuses à cette pauvre rainette que j'ai tuée.
torturés même.